vois beaucoup de visages familiers, mais je vais quand même dire, avant qu'on passe à la poésie, quelques mots sur le lieu qui vous accueille. Donc, vous êtes au Simone, qui est un lieu bien particulier, à la fois un café culturel et un coworking, et tout un espace de coworking derrière. Et c'est un lieu qui a la particularité d'être tenu par une association qui s'appelle les Alternatives Catholiques, qui elle existe depuis 2011, et qui est une association de réflexion politique animée par des jeunes et qui vise à penser toute une série de problèmes qui chatouillent la conscience politique de tout le monde et à les penser de façon à ce qu'on puisse participer en tant que catholique à un mouvement plus vaste et qu'on peut décrire comme un mouvement générationnel qui consiste à repenser la participation à la vie politique. Ce qu'on essaye de faire, avec notamment les outils qui nous viennent de la doctrine sociale de l'Église, c'est de repenser toute une série de problèmes qui nous semblent mal posés pour essayer de les penser en catholique et de déplacer un petit peu les lignes. Donc, on trouve aux alternatives catholiques toute une formation avec des sites de conférences. Vous allez voir dans les programmes qui sont disponibles sur les sites portants là-bas. Et les alternatives catholiques sont aussi un lieu de culture. Le Simone également. Donc, j'ai un autre risque que vous voyez aujourd'hui le café aussi nu. On vient de décrocher une très belle exposition de gravure qui nous a beaucoup plu et qui m'a accroché pendant 3 mois. Et dès la semaine prochaine, vous aurez une nouvelle exposition qui, j'espère, vous plaira. Et donc, c'est un lieu de culture. Et ce soir, donc, consacré à la poésie et à la poésie de Marie-Hélène Maffat, que je vais présenter très rapidement, donc, qui était une camarade de piano. Et qui, après des études littéraires, s'est orienté vers la géographie, puis vers l'urbanisme, qui travaille aujourd'hui en tant qu'urbaniste dans une commune de l'agglomération lyonnaise, un peu plus à l'est de l'agglomération lyonnaise. Ça fait partie de voilà. Et qui est vice-président des Alternatives Catholiques, et qui a fait paraître cette année chez Solène un très beau recueil de poésie intitulé Le train dans le brouillard n'attendra pas minuit. Donc, après ce petit échange, vous pourrez vous procurer ce recueil. L'objectif est de vous le faire découvrir. Et il y aura une petite séance de dédicace. Donc, le format de discussion, c'est le fameux 5 questions A. Ça nous arrive de faire ça quand on reçoit un écrivain. Concrètement, je vais poser 5 questions à Marie-Hélène. L'objectif est de parcourir le recueil, d'en découvrir la logique, de confronter ma lecture de son travail à sa propre lecture, sa propre écriture, directement. Et voilà, donc, je pense que pour présenter ce travail, on va tout de suite entrer dans le texte. Et pour introduire ma première question, vous verrez dans le recueil, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont, si on l'ouvre, on tombe tout de suite sur un très court poème, donc au seuil du texte. On trouve un poème de 3 lignes, que je vais vous dire, qui peut étonner. La poésie est entrée en moi comme un train de marchandises. Donc, dans ce très court texte, il y a plusieurs choses qui sont frappantes. La première, c'est que le lecteur entre dans le texte par trois lignes qui renvoient à ton entrée en poésie, ou plus exactement à la façon dont la poésie est entrée en toi. Et alors, ce qui est frappant également, c'est cette image qui sera très importante, en tout cas dans la première section de recueil, qui est l'image du train, et qu'on pourrait commenter en mettant en avant son efficacité cinématographique, la force du train en mouvement. Et la première question que j'ai envie de poser, c'est au fond, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment la poésie est entrée en toi, et pourquoi en fait cette image du train qui est on va dire dans sa puissance d'évocation presque phallique, le train en mouvement, fait penser à cette expérience marquante d'une première fois qu'on n'oublie pas, et dont tout le recueil serait comme l'écho
le français. Et donc, voilà. Comment est-ce que tu es entré en poésie? Quelle est l'expérience que tu fais entrer en poésie? Et comment est-ce que ton lecteur doit y entrer? Est-ce qu'il doit y entrer comme on entre dans un train et à ce moment-là pour aller où? Ou est-ce qu'il doit lui aussi se laisser percuter, renverser par ce train renversé? Merci. Je vais peut-être commencer en fait par un petit préalable qui est que c'est finalement quelque chose d'assez délicat d'être presque interprète de ce qu'on a écrit. Je pense que je peux poser une interprétation aujourd'hui sur ce que j'ai écrit, qui est différente même de celle que j'avais au moment où j'ai produit le texte, et en mieux ou en moins bien, j'en sais rien. Peut-être ça va dépendre des textes, peut-être que parfois le recul est intéressant pour mieux comprendre ce qu'on a écrit, parfois peut-être pas. Donc voilà, c'est pour dire que je ne veux pas, dans ce que je vais dire, en fait, figer l'interprétation du texte. Je ne vais pas, dans ce que je vais dire de ce que j'ai écrit, vous dire comment lire le texte. C'est simplement peut-être les intentions ou ce que moi je décode de mon texte. Mais déjà, il y a énormément de décodage que j'ai fait à posteriori au bout du temps. Et donc voilà, c'est un petit préalable pour dire que je ne suis pas là pour expliquer le texte et dire comment le lire. Ça me semblait quand même important de dire ça. Donc pour revenir sur cette entrée en matière, en fait, lorsqu'on dit la poésie, on entend souvent deux choses différentes mélangées. On peut entendre la poésie comme forme d'écriture, forme écrite, et on peut entendre la poésie comme l'expérience poétique, ce qui est beaucoup plus large. Si on veut avoir une sorte en parler d'une manière, on va dire, autobiographique, ce qui n'est pas forcément l'intention ici, mais en fait, la poésie, j'ai vraiment commencé à écrire de la poésie lorsque j'étais en Cannes, et c'est vrai que ça a été une forme de révélation comme ce que j'avais envie de faire. Voilà, mais pas la révélation sous forme du train qui nous percute, mais plutôt le bateau de croisière qui se met en route au fur et à mesure. Parce que depuis que je suis enfant, j'ai toujours cherché des formes d'expression artistique, que ce soit à travers la musique, la peinture, le théâtre, l'écriture, je fais plutôt un touche à tout. Et en fait, la rencontre avec la poésie a été pour moi une manière d'opérer une synthèse aussi entre tout ça, en concevant la poésie peut-être comme une forme de synthèse entre musique, image, pensée et différentes dimensions de ce que j'essayais d'explorer qui se retrouvaient en fait synthétisées à travers la poésie. Donc je pense qu'il y a eu ça qui était assez fort en fait dans ma rencontre avec la poésie. Et peut-être aussi parce que, comme j'ai une dimension d'engagement politique qui est très forte, j'ai aussi compris qu'à ce moment-là, la poésie se jouait quelque chose du rapport au monde, en tout cas tel que je la vois, et aussi d'une manière d'habiter le monde aujourd'hui, de parler du monde autrement que par la rationalité et voilà, l'utile. Et du coup, je pense que cette dimension de la poésie, c'est de dire à travers le poème, la manière qu'on a de regarder le monde permet ensuite de l'habiter différemment, de le regarder différemment et peut-être du coup de s'engager. C'était aussi une dimension forte qui m'a fait d'une certaine manière poursuivre, parce que j'aurais très bien pu aussi avoir cette rencontre avec la poésie et ne pas poursuivre mon suite. Donc c'est vrai qu'il y a eu aussi cette prise de conscience, une forme de dimension politique qu'a, je pense, aujourd'hui la poésie, qui m'a un peu persuadée de continuer. Après, je pense que dans ce passage, on parle en fait plus clairement de l'expérience poétique plus que de l'écriture. Enfin voilà, c'est pas des vers qui sont là pour partager une expérience personnelle de je vais vous raconter comment la poésie est venue dans ma vie, mais plutôt une approche de qu'est-ce que l'expérience poétique, qu'est-ce que peut-être la poésie telle que je la pose dans ce recueil, c'est-à-dire une forme d'irruption à l'intérieur du monde, une forme d'ouverture vers un meilleur. Je pense que la figure du train de marchandises, elle est vraiment là pour faire ça. C'est-à-dire, c'est je pense, une expérience qu'on a tous faite. On est en train d'attendre un train dans une gare, et d'un seul coup, il y a un train de marchandises qui déboule sur le quai et qui la traverse avec ses wagons et qui ouvre une sorte d'espace d'un seul coup vers quelque chose qui est un ailleurs. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Et en même temps, il charrie quelque chose, une sorte de promesse à travers cette ouverture. Donc, je pense que c'était vraiment ça que j'essayais de produire dans l'entrée du recueil. Et aussi une forme de mise en mouvement qui, moi, me paraissait vraiment importante. Je pense que dans tout le recueil, la thématique du voyage et la poésie se situent dans cette forme d'éruption. Et là, ça permettait de poser les choses dès le départ et de dire, hop, vous ouvrez ce recueil, d'une certaine manière, vous êtes dans un train, et
Et voilà, il y a un départ qui se fait. Et je pense une intention, effectivement, de rechercher, mais comme de manière assez classique en poésie, une expérience partagée entre le lecteur qui va lire ces phrases qui l'emportent à l'intérieur de l'œuvre, et moi ce que j'ai voulu écrire. Et par exemple, personnes comme Christian Bobin disent des choses très belles là-dessus sur comment on essaye, quand on écrit de la poésie, souvent de rejoindre une expérience qui a été vécue par le lecteur, pas forcément, c'est-à-dire pas forcément avec la même image, mais qu'on retrouve quelque chose de ce qui est vécu commun. Par exemple, il dit beaucoup ça en parlant d'un de ses vers, c'est sur la neige qui fond, et il dit une neige qui ne tient pas au sol, et il a cette image, une religieuse morte au matin de sa crise d'habit. Voilà, une manière de figurer, on n'aurait peut-être pas spontanément utilisé cette image, mais on a tous eu cette sensation vis-à-vis de la neige. Voilà, je pense qu'il y a cette volonté immédiatement de créer un espace du commun à l'intérieur du recueil à travers ces vers, et d'autant plus que dans les vers, les choses sont inversées. C'est-à-dire, logiquement, on monte dans un train, c'est pas un train qui vient au bout. Donc il y a aussi une optique d'inversement qui dit, je veux dire quelque chose de l'expérience intérieure et une volonté d'enclencher un mouvement. Je pense que c'est pour ça que j'ai choisi de mettre cette section de recueil au départ. Parce qu'en fait, c'est toute la première section sur le train, mais en fait le train et le voyage court sur le recueil, a été écrite pour un concours de poésie. Et moi, il m'a semblé que c'était la partie à mettre au début, sans doute parce qu'elle contenait quelque chose de l'œuvre dans son ensemble, c'est ce qu'on fait en général. Le début, la manière dont on commence, en fait, pourquoi est-ce qu'on choisit ça? C'est pas toujours de manière consciente, et souvent parce que ça contient le reste, ça dit quelque chose du reste. Donc on peut dire que le deuxième volet de la question, comment est-ce que le lecteur doit entrer dans la poésie, c'est en fait pour entrer dans un monde d'expériences vécues, d'expériences intérieures pour y trouver du commun. Ce qui peut être pour trouver de l'expérience commune, et on va voir toute une dimension dans le recueil d'engagement et on va dire de mobilisation pour essayer même de construire un monde de dynamique commune. Mais on va entrer plus directement dans le texte. J'aimerais qu'on lise tous les deux le premier poème, le deuxième, celui auquel mène l'extrait qu'on vient de lire, et qu'on lise à deux voix, puisque la mise en forme dans le colonne, c'est comme une sorte de dialogue, de mise en regard entre des didascalies et la parole d'un jeune. Le poème s'appelle Midnight Express. Douceur de la brise quelque part sur le quai. Violence de l'entrée en matière, décharge de vent. Je demeure sur le seuil, indécis, noctambule, à compter chaque pas des rythmes. Urgence de la chair dans la chair. Prendre ou ne pas prendre le train. Attendre. Sonne le départ, siffle son imminence. Je contemple, interdit. La main frêle tendue, alerte. Alors, n'être qu'un sac, jeté du haut d'un train. Un bagage oublié, un banc. Des formes se disputent, les rayons du soleil. Mouvante forme courbe, douce comme une peau. Forme blanche du quai ou forme noire du train? Vibrant costume de pièces, recousu de lumière. Violence du terminus. Je ne me souviens plus comment était le ciel, comment étaient les gares. Et le quai d'arrivée, c'est le quai de départ. L'horizon qui s'allonge. Tout recommence. Silence radio autour. Silence de belvédère. Nu. Alors, j'ai énormément apprécié ce poème. J'aime beaucoup ce poème liminaire. Et ce que j'aime notamment beaucoup, c'est qu'on saisit bien dans ce poème le moment du recours à la poésie. Et ce moment du recours à la poésie et à l'écriture, c'est le moment d'une hésitation. Voilà. Et une hésitation au seuil. Au seuil de quoi? Si on peut recourir à la poésie au seuil d'un train qui signale l'imminence d'un départ, et d'un départ qui est toujours recommencé.
enfin, c'est ce qu'indique cet alexandrin où tu vois des résonances nervaliennes, et le quai d'arrivée, c'est le quai de départ. Donc l'idée, on s'arrête, on hésite au seuil de ce train qui entame un mouvement, au fond jamais interrompu, un mouvement circulaire, un mouvement pendulaire peut-être, qui nous renvoie au quotidien, bref, un genre de train-train de la quotidienneté, qui implique une participation d'un part sur mode de l'injonction un peu agressive. Donc, si je vote, pas être lourd avec ça, mais si on peut retisser tout le réseau de signification qu'il y a autour de dans la force d'évocation érotique du train, en disant qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'agression, de l'agression pour contraindre la participation de ce qu'on, quand je lis, urgence de la chair dans la chair, décharge de vent, l'idée de vanité d'un mouvement, de la vanité de ce mouvement circulaire du quotidien qui n'emmène nulle. Donc il y a cette urgence de la chair dans la chair, cette espèce d'injonction à faire corps avec cet environnement. Et la poésie commence par un moment négatif, un refus, un arrêt, une hésitation, où on laisse, devant l'urgence de ce corps à corps, au fond, la place à une dislocation, à une suspension de la réflexion. Et ce moment négatif de l'arrêt au seuil va donner lieu, du coup, à un nouveau type de voyage, un nouveau type de mouvement. Ce qui m'intéresse dans ce poème, c'est qu'on voit bien qu'à partir de ce point d'arrêt, le mouvement esquissé par la poésie n'est pas sur le mode romantique, le registre de l'invitation au voyage, de la rêverie, où on reste au fond dans la négation, on refuse de participer au monde, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus positif. L'idée de poésie au sens propre, au sens originel, comme production, effort de production d'un nouveau rapport au monde et à soi, à partir de l'exigence d'en rester au seuil. C'est quelque chose qui revient dans les sections suivantes, c'est l'idée qu'écrire, c'est s'attarder à un seuil pour initier des nouveaux mouvements, initier des nouvelles lignes, des nouvelles mobilités et une mobilisation. Question, au seuil de quoi tu t'arrêtes et quels sont les seuils au fond qui sont propices à l'écriture et qui font naître le désir d'écrire, qui donnent sens à l'écriture, et comment est-ce qu'à partir des seuils se dessinent des mouvements nouveaux. Moi, ma thèse sur le recueil, c'est qu'elle affirme la poésie comme un moyen de transport. Donc le transport prosaïque de la vie réduite à un train-train, l'idée d'un transport poétique qui déplace les lignes, qui permet de changer les choses, et qui permet aussi de sortir des choses. Quels sont les seuils et qu'est-ce que tu dessines à partir de là? Je pense que la notion de seuil est effectivement cruciale, la notion de passage à l'intérieur du recueil. En fait, le premier titre que j'avais donné à ce recueil et que je trouvais assez affreux, c'était Entre deux. Et parce qu'en fait, quand j'étais en thème, j'avais toute une réflexion sur la poésie, comme quoi la poésie c'était l'art de s'immiscer dans les entre-deux. Mais en fait, c'était, on aurait dit quelque chose qui restait au milieu de nulle part, et je n'ai pas du tout abandonné. Mais il y avait quand même cette idée forte du seuil. En fait, je pense que ce début de recueil est à la fois enclenche une mise en mouvement assez prenante, et en même temps, je pense qu'elle peut être aussi assez désarmante. C'est-à-dire, on ne voit pas de quoi on parle, où est-ce qu'on est, et ça paraît très tourné sur une forme d'expérience personnelle du jeu. On peut se dire finalement, est-ce qu'on ne va pas tomber dans ce recueil dans une forme d'aventure intérieure qui va se continuer comme ça. En fait, à travers cette notion de seuil, ce qui se passe dans tout recueil, c'est plutôt une superposition des seuils. C'est-à-dire, tout le recueil cherche à explorer ces moments de bouleversement intense de la vie, où il y a l'éruption de quelque chose. En fait, le train figure vraiment ça. C'est-à-dire le train, justement pas du tout là pour figurer un train dans le recueil, c'est vraiment l'image de cette irruption, de cette irruption physique, cette irruption dans l'univers du sensible, qui fait partie de l'existence humaine. Et en fait, c'est plutôt de parler de ces instants seuils, où du coup, ce qui est décrit dans la manière de vivre les seuils dans l'existence humaine s'applique à un nombre de choses énormes. C'est-à-dire, je pense que c'est un recueil qui peut se lire comme les instants fondamentaux de la vie où on a fait une décision, on se retrouve sommé de faire un choix,
Et d'une certaine manière, la vie se retrouve résumée dans ce choix. Et il y a ce choix qui fait irruption et qui demande d'avoir un rapport exigeant à ce qui est et à ce qui est. Par exemple, on peut lire certains poèmes comme un appel, quel qu'il soit, un appel vers l'absolu, un appel à une rencontre, etc. Lorsqu'on se sent appelé à réaliser telle chose et que dans la tension qu'on a vers cette quête de l'absolu, finalement, sur le chemin, on tombe, on est déçu, on se raccroche à la quête de cet idéal, etc. Et en fait, le recueil peut concerner, je pense, des dimensions de la vie humaine et de ce qu'on expérimente qui est extrêmement vaste. Mais que ce soit la quête d'un regard épuré sur le monde absolu, cette rencontre-là et la manière dont elle se vit, que ce soit de manière plus simple, les manières où l'absolu fait irruption dans notre vie, que ce soit l'éruption de l'histoire, et en fait, tous ces seuils sont mis en valeur dans le recueil, et peut-être que le recueil parle du seuil, finalement, pour restaurer cette dimension de l'absolu de nos existences. Pour dire, si j'insiste sur tous ces moments qui sont des passages dans notre vie, où on se rend compte qu'on est en train de passer d'une chose à une autre, l'image du matin, le fait de passer d'une chose à l'autre, si j'insiste sur ces moments-là, c'est peut-être pour dire, pour parler de l'intensité de la vie, et pour parler du fait qu'il y a quelque chose qui se joue dans notre vie, dans ces moments-là, individuellement, collectivement, etc. Et donc l'insistance sur le seuil est peut-être justement fait pour marquer cet absolu et cette transcendance qui vient à l'intérieur de l'existence humaine. Donc du coup, il n'y a jamais, en fait, les poèmes ne sont jamais à lire situés, je pense, d'une manière proprement uniquement politique, uniquement individuelle, ou uniquement dans le registre d'une sorte de ce qu'on appellerait justement une métapoésie, c'est-à-dire le récit de comment on écrit de la poésie, comment on essaye de faire œuvre, on essaie d'une inspiration, on essaie de la transformer chemin faisant, etc. Il y a souvent toutes ces dimensions qui se superposent. Si on prend par exemple un poème qui parle de la Révolution, les gens vont souvent lire la Révolution comme quelque chose de directement politique, parce que c'est partie de notre langage. Mais en fait, la Révolution est vraiment entendue dans un sens extrêmement large dans ce poème. Et on peut aussi parler de toutes les révolutions qu'on essaie de faire sur soi-même et qui avortent. Et de qu'est-ce qu'on fait de ces idéaux, de cette mise en mouvement. Donc du coup, la question du seuil à l'intérieur du recueil est toujours très présente et souvent se superpose, je pense, à différents niveaux. Et c'est vrai qu'après j'ai été très marquée côté inspiration par des poètes comme Bonnefoy qui sont vraiment des poètes de l'exploration du seuil, la manière dont ils tendent vers un arrière-pays. Donc soudain, en regardant un paysage, on se retrouve projeté vers un ailleurs. Voilà, c'est ce type de... Mais à la fois Bonnefoy et à la fois des poètes comme Aragon, qui sont des poètes du seuil, mais aussi de l'éruption de l'histoire. Voilà, qui... je n'oublierai jamais ni les lilas, ni les roses. Voilà, ce type de poèmes d'Aragon, qui sont un surgissement brutal d'un fait historique dans l'existence humaine. Voilà, je pense qu'en fait, la notion de seuil, elle est toujours à lire en fait dans cette dimension superposée. Je reprends ce que tu dis par rapport à Bonnefoy, et notamment avec la question de seuil, la nécessité de mettre en valeur le moment seuil, c'est aussi pour ça. Une manière de mettre en valeur ce qu'il y a derrière. Derrière la porte en boucle, derrière. Et il y a chez Bonnefoy notamment toute cette définition de l'écriture poétique, comme au fond de la quête, la recherche d'un lieu, d'un vrai lieu. Et c'est une préoccupation qu'il y a souvent c'est une préoccupation qui revient souvent dans la poésie, l'idée que écrire c'est risquer une destination, chercher un lieu. C'est le poème qui suit celui que qu'on vient de dire, entrer en poésie c'est comme prendre un train pour nulle part. Il y a l'idée que ces seuils sont rendus nécessaires, l'arrêt dans ces points de seuil sont rendus nécessaires parce que ce qui compte c'est de dessiner une trajectoire pour un lieu. Et là, bon, la question par contre là, mais elle est suggérée par ce que tu dis, il me semble que cette irruption de l'absolu, comme tu dis, cette irruption de la poésie, elle vient aussi dans ton écriture parce qu'on est sans cesse confronté à les lieux renvoient à leur propre absence, les lieux n'en sont pas, on doit chercher il y a un transport permanent, une
mais sans destination, sans point final, disons. Et la poésie est renvoyée dans, disons, à l'impératif de trouver un mouvement qui va quelque part à une vraie destination. Et ça me fait penser à ce que tu écris dans une section du recueil qui s'appelle Récit, qui est, parce que si j'ai bien compris, on s'embarque dans le mouvement poétique, dans l'effort de la poésie, au risque d'un nouveau genre d'errance, on s'embarque sans forcément savoir ce qu'on a trouvé. Et donc Récit raconte cette errance, et notamment, on y voit le poète traverser des lieux qui sont rétifs à toute habitation, à toute expérience du bonheur de vivre quelque part, de traverser des lieux habitables, etc. Et ça renvoie sans doute à ton expérience d'urbaniste et d'urbaniste en banlieue, où on trouve des lieux qui ne peuvent être des destinations pour rien. Deux courts extraits. Des lieux qui sont réduits à leur fonctionnalité. On voit ici des lieux où tout est disposé, construit comme installé avec exactitude dans la répétition de fonctionnalités muettes. Et un autre extrait que, dans les rouages du lieu, on avait beau chercher, on ne trouvait pas notre place. Il avait bien fallu continuer, pourtant, risquer une destination. Et un dernier extrait, court, mais que je trouve vraiment très très beau, qui m'a fait penser à la clarté, à l'élégance qu'on peut trouver chez Houellebecq, par exemple. Alentour, une succession de maisons alignées de haies, d'impasses, se dévidaient à l'infini comme tirées d'une photocopieuse. Paysage où les éléments de mobilier urbain, comme on dit, se reproduisent à l'infini, sans apporter aucune évolution. Et donc, voilà. Il me semble que l'acte poétique, il est suggéré par des lieux qui trahissent leur vocation, et un monde qui échappe à de simples emprises humaines. Et donc, est-ce que tu peux juste préciser du coup ce que tu entends par l'idée de risquer une destination, de trouver un vrai lieu? En fait, je pense qu'il y a justement deux choses différentes entre le train et ce qui est présenté dans le récit. Le train, c'est vraiment l'éruption du choix qui ramène à quelque chose d'irrémédiable et à une forme de présence, qu'on le veuille ou non, de l'absolu dans la vie humaine. On peut mener une journée, décider de la vivre comme on s'imaginait qu'elle allait se dérouler, et puis soudain quelqu'un décède, soudain on est appelé à faire quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé, etc. Le train figure vraiment ça. Après, l'intérêt de l'image du train, c'est pas uniquement une belle image, je pense, pour figurer le voyage et ce voyage intérieur. Je pense que le train, c'est aussi, comme tout le monde prend généralement le train, une forme d'expérience partagée qui permet de dépasser ça et d'en parler. Et je pense qu'après aussi, en y ayant réfléchi, quand je parlais de la superposition des niveaux, le train permettait aussi de figurer une forme d'expérience générationnelle, c'est-à-dire le fait que le sentiment d'un monde qui fuit, et où à chaque instant on a à monter dans des trains qui partent, des choses qui d'intenses bouleversements, où à chaque instant il y a des trains qui partent pour des destinations, et où il faut qu'on ait sauvé d'une certaine manière de faire le choix de monter ou pas dedans. C'est une sorte je pense aussi de sentiment générationnel, d'être dans une gare et d'avoir tous ces trains qui partent et de devoir prendre des décisions dans un monde en bouleversement comme ça continu. Voilà, il y a tous ces trains en partant. Je pense qu'il y avait quelque chose de ce sentiment-là, qu'à travers le train, il y avait déjà une réflexion sur dans quel monde vivons-nous et quelle est notre génération qui était un peu sous-jacente. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans le récit. C'est-à-dire que le récit, pour le coup, c'est plutôt une forme d'errance et de quête, mais qui n'est pas un absolu qui vient vous capter et qui vous arrache à l'existence telle qu'elle était, mais plutôt, dans un univers vide, la volonté d'aller chercher quelque chose qui permette d'en sortir. Donc c'est-à-dire que, en gros, récit, c'est des personnes qui sont dans une voiture et qui errent et qui cherchent une destination, on ne sait même pas laquelle, et ils traversent des paysages, etc. Et ces paysages reflètent en fait leur propre quête dans un univers vide de sens. En fait, le poème s'ouvre
avec un épigraphe qui est lui-même assez signifiant. Je vais le lire. Donc en fait, c'est attribué à Horace Greeley, qui est un journaliste américain, et ça date du 19e siècle. Et cette citation est Go West, young man, go west and grow up with the country. En fait, c'est quand j'ai découvert l'histoire des États-Unis, j'ai vu cette citation, qui me semblait, moi, extrêmement poétique et très belle. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque de la grande conquête de l'Ouest, il y avait toute une génération qui arrivait comme ça, et qu'on poussait à aller à l'Est, à l'Ouest, à la frontière, à construire. Et donc du coup, l'idée, c'était qu'il y avait toute une génération qui allait se ruer comme ça, justement, vers l'Ouest, et construire le pays en même temps qu'elle se construisait elle-même. Je vois cette image extrêmement belle. Go West, young man, et grandis avec le pays, grow up with the country. Et en fait, ça a été mis dans un journal américain à l'époque, comme ça, de la rue vers l'Ouest, pour inciter les jeunes gens à aller tous se rendre dans cette aventure. Et c'est extrêmement fort, parce que c'est le mythe américain qui est en train de se forger avec l'idée de l'Ouest à conquérir, de la nature à conquérir, de la frontière, etc. Tout est présent en fait dans ce terme-là. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? C'est que la question qu'il y avait, c'était du coup quel est notre mythe actuel, quelle est notre légende actuelle dans notre rapport au monde tel qu'il existe autour de nous. Parce qu'on peut très bien avoir une vision, quelle est notre vision collective en fait du monde tel qu'il existe autour de nous. Et le constat, c'était plutôt une sorte d'éléments disparates et de lieux auxquels on n'arrive pas forcément à attribuer une fonction, un rôle, et que d'une certaine manière, la nouvelle épopée, s'il y en avait une, c'était l'épopée qui essayait de retrouver du sens dans tout ça, ou de dire que ça n'avait pas de sens. Et du coup, le récit est plutôt là pour accumuler ce qui, pour moi, est les visions d'une société en inertie dans ses paysages et dans ce qu'elle est. C'est-à-dire que justement, dans la description que tu as lue, c'est rien de moins que la description d'une zone d'activité. Qu'est-ce qu'une zone d'activité? C'est pas un lieu habité, justement. C'est un lieu qui est purement réduit à une fonction et qui n'est pas vécu. Enfin, personne ne se dit un samedi je vais aller dans une zone d'activité. Vous me comprenez, la zone d'activité elle sert à aller travailler et puis c'est tout. Et elle est réduite à ça. C'est pas un endroit où on s'attarde. Et de la même manière, avec ce qui est écrit derrière, je pense que j'ai voulu exprimer quelque chose aussi du marché du travail aujourd'hui. C'est-à-dire que du coup, le marché du travail, aussi cette forme de lieu, une fonctionnalité d'été, on demande aux personnes de rentrer et où elles ne trouvent pas forcément non plus leur place, où elles ne trouvent pas forcément un lieu où habiter et se développer en tant qu'être humain. De même que, à travers ce type de paysage ou de lieu, on n'a pas envie de s'arrêter parce que c'est pas des lieux qui sont accueillants. Donc il y a ces dimensions-là qui viennent se superposer. Alors, petit retour en arrière, avant de mentionner la question de l'épique, on va y venir. Mais juste avant, j'aimerais lire un poème que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lignes, qu'on trouve à la page 15 du recueil. Donc, mon titre est novateur, c'est une ligne de train, une ligne d'écriture, et à mon sens, une ligne de conduite. Donc, je vous lis ce texte. Ligne. Tenir encore la corde des moissons, le temps qu'il faut au vent pour pétrir une terre. Ne pas céder au doux bercement des saisons. Tendre la corde raide jusqu'au mûrissement. Et, dans l'effort aride, ne pas céder surtout à l'engourdissement du train. Garder les yeux ouverts jusqu'à la gare prochaine, celle qui méritera l'escale. Attendre encore l'inaccessible accueil dans l'urgence, le vertige des mots. Ce qui me plaît beaucoup dans ce poème et qui me semble une dimension importante pour tout le recueil, c'est qu'il y a une dimension dans l'écriture poétique, une dimension d'effort et de discipline. C'est-à-dire que l'écriture poétique, l'écriture de la ligne, des lignes de vers, semble indissociable d'une ligne de conduite dans la vie. Et cet effort de discipline, c'est ce qui peut donner, à mon sens, une clé de lecture pour la section suivante, qui s'appelle Infinitive, où on trouve toute une série d'attitudes énoncées à l'infinitif,
qui, mis ensemble, dessinent une sorte d'éthos poétique. Qu'est-ce que c'est qu'une conduite, de vie conforme à la forme qui fait une conduite poétique. Et dans cette suite d'infinitifs, on trouve des verbes comme des verbes de déplacement, aller, rester, revenir, des verbes qui, d'une manière, peut-être que tu pourrais nous expliquer, mais un verbe qui revient souvent, par exemple, pour définir ce que c'est qu'un éthos poétique, c'est mordre. Là, il y a une morsure qui semble définir l'acte poétique. Bref, mais ce qui m'intéresse, c'est que du coup, il y a cette idée que l'acte d'écrire, il est indissociable d'un travail sur soi et un travail éthique, et qu'il y a toute cette préoccupation d'écriture de soi, non pas au sens, comme tu l'as rappelé, l'écriture de soi comme la référence, disons, souvent ennuyeuse, l'expérience au sentiment personnel, au récit de soi, mais l'écriture de soi a la fonction de produire un soi, de produire un sujet différent de ce qu'on est dans la vie. Et est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, comment cette écriture de soi, cette production de soi aboutit à un je qui s'exprime dans tes textes au neutre, donc un sujet non féminin qui s'exprime dans ta poésie et qui semble du coup avoir aboli une sorte de subjectivité non poétique et fait exister cette subjectivité poétique. Tu dis dans un des poèmes dans les infinitifs que exister c'est négativement, exister, c'est n'être que l'indice d'une métamorphose. Et donc il y a quelque chose de la production d'une subjectivité nouvelle. Ma question, est-ce que la poésie du coup t'a transformé, ou est-ce que c'est une transformation de soi que tu cherches, dans un sens, dans l'écriture? Et voilà, ce jeu qui s'exprime de façon neutre, dans quelle mesure c'est toi, dans quelle mesure c'est pas toi? Peut-être déjà sur le poème en question, ligne, en fait, si on reproduit un schéma qui est présent de manière assez globale dans le recueil, c'est toujours le schéma de l'appel, de la quête, ensuite de la mise en route, de la difficulté à conserver cet idéal, une forme de bataille intérieure qui termine généralement de manière assez différente. Mais ensuite, il y a toujours ce parcours, une forme de mise en route, affrontement, départ, etc., appel. Enfin, il y a toujours cette dynamique qui se retrouve de manière répétitive dans le recueil. Et qui, comme je le disais, pour moi, renvoie fondamentalement à l'expérience humaine, c'est-à-dire lorsqu'on prend une décision de mener tel projet, de poursuivre tel idéal, de remettre quelque chose de nouveau dans une expérience amicale ou ce type de choses. Ça amène justement fondamentalement toujours un peu à ce schéma, c'est-à-dire, et c'est le poème Les Révolutions de mœurs, c'est-à-dire, soudain on a la volonté de réinstiller quelque chose de neuf, de tendre vers un ailleurs, de tendre vers quelque chose de différent, et on est rattrapé dans sa course, etc. Et donc c'est le moment où il faut essayer de tenir cette fameuse corde qui est évoquée, et ce qui est hyper fort, c'est justement le fait de vouloir faire œuvre, c'est-à-dire on part avec une inspiration, il faut la transformer, et aller jusqu'au bout. Et à travers la description, je pense, de ce qu'est le travail d'écriture, de ce qu'est le travail de toute personne qui fait œuvre, on retrouve quelque chose de fondamental de l'expérience humaine, en fait, qui est du coup retranscrit dans ce passage qui parle de rien de moins que ce moment où, dans le thème du voyage du train, on part en voyage. On part, c'est généralement, c'est le moment où on a parcouru ces guides de voyage, on sait qu'on va faire quelque chose de merveilleux, on part, on monte dans le train, puis en fait, au bout d'un moment, on commence un peu à s'ennuyer, et on commence à se dire, est-ce que j'ai bien fait de partir, est-ce que j'ai fait, etc. Ah, mais il faut que je pense à faire ça demain, etc. Et voilà, et en fait, ce stade justement du voyage où il y a une forme de lutte intérieure et de disparition de l'idéal et de la manière dont physiquement il faut aussi essayer de tenir. C'est un peu ça. Voilà. Et du coup, ce jeu est neutre dans la mesure où il est universel. Et du coup, pour repartir sur la question du jeu, je pense qu'effectivement, de manière assez classique, il y a une dimension comme ça. De créer un lieu de rencontre en fait avec le lecteur qui du coup nécessite d'avoir un espace commun, c'est-à-dire où tout ce qui
qui est subjectif est un peu atténué. Et du coup, on veut créer une sorte de jeu universalisable, un effacement de l'énonciatif, enfin, du jeu, pour construire cet espace commun. C'est-à-dire, en gros, si je mets un peu trop de moi, l'autre va pas pouvoir s'immiscer dans cette expérience que je décris. C'est quelque chose, je pense, voilà, d'assez classique en poésie, qui est particulièrement recherché dans l'infinitif, puisque écrire à l'infinitif, c'est justement, d'une certaine manière, éliminer le jeu pour dire, en gros, voilà, on va parler d'une expérience pure, et on va, je ne vais pas vous parler de comment moi j'ai vécu, mais on va regarder ça ensemble. Et il y a des passages aussi à l'intérieur du recueil où moi-même j'ai remarqué, en fait, après avoir écrit, que je ne les avais pas féminisés. Et du coup, on peut se dire, c'est quand même assez étrange, quoi. Est-ce que c'est une négation de la féminité? Est-ce que, à travers. Enfin, pourquoi? Bah ouais, ça m'a un peu étonné. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons, en fait, globalement, à ce jeu qui s'efface. Il y a d'abord l'importance dont je parlais tout à l'heure d'insister sur le seuil et sur ce qui est vécu. Donc, du coup, ça demande de s'effacer un minimum. Il y a aussi toute la construction à travers le recueil, plutôt de parler d'une expérience collective, de vouloir construire un sentiment de génération, et où du coup le jeu a peut-être moins sa place et va se mettre en retrait, pour dire plutôt on va regarder ensemble dans une même direction. Et il y a peut-être enfin une dimension qui est l'appréhension d'un certain mystère, face auquel on ne souhaite pas du coup se rendre omniprésent, mais où un peu comme en entrant dans un lieu sacré, on enlève ses chaussures, on se met comme ça en retrait. Donc, par exemple, la lecture qu'on peut faire du dernier poème, Aube, qui justement est écrit enfin, qui n'est pas écrit au féminin. Et c'est pas du tout, je pense, une mise de côté de la féminité, c'est plutôt une recherche d'une forme de neutre. Et d'ailleurs, en rabotant le participe passé, c'est-à-dire on enlève le E, on revient au minimum, on revient au minimum du commun. Et voilà, et en fait c'était étrange pour moi de mettre un E, parce que c'était comme mettre trop de moi-même dans un moment qui n'en méritait pas. Enfin voilà, c'était un peu dans cette dimension-là. Par ailleurs, par contre, je vais parfois plutôt mobiliser des images féminines dans ma poésie, voilà, quand ça fait sens par rapport au texte, en fait. Mais du coup, c'est pas du tout un jeu de masque, etc. C'est plutôt un moyen à chaque fois de créer un espace du commun à travers le locuteur pour être ensemble à regarder les mêmes choses. Et je reviens juste sur la question de la transformation éthique. Bon, c'est quelque chose que j'ai dans le cahier d'intérêt d'y voir quelque chose aussi important. Ça me semble important de voir. Est-ce que c'est juste par me dire que toutes les infinitifs sont en un sens des variations d'un impératif, quoi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du devoir qui s'exprime. Négativement, on voit ne pas céder au vomissement du train, ne pas consentir à la laideur du monde, ne pas toute une série en fait d'interdits qui fondent la démarche politique, et positivement l'idée de prendre des risques, risquer un lieu, risquer de pousser jusqu'au bout cette quête. Donc est-ce que, et c'est une question alors, que tu peux trouver qu'elle peut être peut-être qu'au fond elle est dépassée, mais est-ce qu'il y a une transformation dans personnel dans l'acte politique pour que cette dimension éthique soit présente, cette dimension de discipline de soi, Non, vraiment, en fait, je ne sais pas comment répondre à cette question parce que. Non, mais c'est vrai que, enfin, en fait, inévitablement, on est lecteur de soi-même et en gros, en produisant ce type de texte, on se demande pourquoi on les a écrits et qu'est-ce qui fait, à quoi on renvoie, et qu'est-ce qui fait sens, etc. Du coup, il y avait cette question, voilà, qu'est-ce qui, au départ, suggère une inspiration. En gros, on est inspiré par une forme de quête de l'absolu, un appel qui est une injonction à l'intérieur du monde, dans ce qu'on voit, à partir, à risquer autre chose, une ouverture vers un ailleurs qui nous semble intéressant, et de dire que ça pose dans l'existence des choix radicaux qu'il faut signifier peut-être pour redonner sens à son vécu, plutôt que de rester dans une forme d'acquis et de réseau de sens établi. Enfin, je pense que c'est vraiment la valorisation de la radicalité d'existence, que ce soit dans les choix qu'on fait soi, que
que ce soit dans le rapport au monde et l'expérience radicale qu'on peut avoir de l'absolu, telle qui se dévoile en regardant un paysage, etc., qu'il y a quelque chose de fondamental en fait qui se passe, une insistance sur ce fondamental qui se déploie dans l'histoire. Et du coup, c'est beaucoup cette mise en scène. Du coup, cette radicalité dans l'écriture des personnels, elle fait signe d'une radicalité collective et donc vers un engagement. Et il me semble que c'est la section intitulée Odier, aujourd'hui, en latin, qui le montre le mieux, au sens où on voit que ton écriture passe déjà du jeu au nous et vire en un sens à l'épique, un ton beaucoup plus mobilisateur et qui installe la poésie sur la scène de l'histoire. Dans Odier, c'est une section où on voit que tu parles en un sens au nom d'un nous historique et politique, qui est le nous d'une génération fille de la crise, et que tu décris comme coincé dans un aujourd'hui entre un passé auquel on n'a pas accès, dans un sens, un passé qui nous est interdit, dont on ne peut plus éviter, et un avenir qui semble totalement incertain et passe au-delà de nos forces, parce qu'impossible à construire, comme une sorte d'avenir qui roulerait tout seul comme une répétition du présent. Et donc là encore, l'écriture poétique, ça consiste à s'attarder dans un seuil, le seuil temporel de l'aujourd'hui, pour tracer une nouvelle ligne, un mouvement, une mobilisation pour potentiellement enfoncer les portes de l'histoire, ces portes closes du passé et de l'avenir. J'en tire deux questions. La première, est-ce qu'on peut dire que tu écris pour une génération, et à la fois à son attention, et on pourrait dire à sa place que l'effort poétique consisterait à donner voix à une génération qui politiquement ne parle plus, pas assez. Et est-ce que, manifestement, on voit que l'écriture poétique, elle implique le programme d'une écriture politique du réel, d'une action politique. Et la question serait comment est-ce que ta poésie participe, parce que ça me semble ton ambition, en tout cas la plus importante dans cette section, d'une vocation politique. Déjà, je pense que ce que je disais tout à l'heure sur récit était important, parce qu'en fait, c'est drôle parce que beaucoup de personnes qui ont lu le recueil, alors cette partie ne laisse personne indifférent, c'est-à-dire que soit les gens adorent, soit les gens détestent. Moi personnellement, j'ai eu un rapport très compliqué à l'écriture de cette partie. Mais ça fait vraiment suite à récit, en tout cas. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le récit est rien d'autre que comment on peut être à la quête d'une forme de sens à l'intérieur d'une société qui en a plein d'apparence. Cette question se poursuit. À la question, a-t-on encore un idéal? A-t-on encore des mythes? Est-on encore dans une histoire? Cette question-là, elle se poursuit vraiment à l'intérieur de ce recueil. Et du coup, entre récit et Odier, il n'y a pas tant de rupture que ça, si je pense qu'on le lit de cette manière-là. Après, je disais que j'ai eu un rapport un peu compliqué à cette partie, c'est que pour le coup, si j'ai été un peu transformée ou chamboulée dans l'écriture, c'est par cette partie-là en fait. C'est-à-dire que j'ai écrit le prologue et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi j'ai écrit ça? Donc, au tout début d'Odier, il y a quelques vers qui s'appellent prologue. Et c'est vraiment le prologue, c'est-à-dire ce qui est avant la parole, prologos. J'ai écrit ces quelques vers et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je suis en train de parler de notre génération? Pourquoi je suis en train de faire de la poésie politique, mais au sens dévalorisant qu'on pourrait faire de... en gros, je n'assume pas d'écrire un essai ou une réflexion ou un programme et je vais simplement mettre tout ça en vers pour ne pas l'assumer. Le risque aussi de faire de la poésie où on est dans le registre du didactique et des idées, ce qui amène quand même sérieusement aux frontières de la poésie. En gros, tant qu'on est en train de décrire une expérience personnelle
ou un paysage, la manière dont on vit, etc., c'est beaucoup plus facile d'être dans le registre du poétique que lorsqu'on en vient à dire il y a aujourd'hui tel problème dans notre génération. Voilà. Là, on va être beaucoup plus dans le registre de la conceptualisation et de la pensée, et on va franchement aux frontières du poétique. Donc, je me suis vraiment dit qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qu'on va en faire. Et voilà. Et donc, quand on parlait tout à l'heure de tenir la ligne, c'est vraiment ça. Et pour employer une image du coup footballistique, puisque j'apprécie aussi le football, c'est quand on vous donne un mauvais ballon et que vous vous dites mince, il va falloir en faire quelque chose. Il y a peut-être à en faire quelque chose quand même, le but est pas loin, et allons-y, essayons de débrouiller le long de la ligne de touche pour amener ça un peu plus loin, on verra où ça nous amènera. Donc c'était un peu ça, la manière dont ce prologue est fait, et j'ai essayé de continuer en voulant évoquer effectivement de passer à la construction d'un nous, et à la manière dont il peut y avoir un sentiment de génération. C'est-à-dire en fait, il y a quelque chose de profondément poétique à la fois dans la manière dont on est rejoint par des choses qui nous dépassent dans notre expérience quotidienne, et on est aussi de la même manière surpris par des choses qui nous rejoignent dans l'histoire. Du coup, il y avait cette passerelle qui s'établissait, et le fait de vouloir vraiment écrire la vision d'une génération, en tout cas de tenter de l'écrire, en structurant un discours sur le monde tel qu'il est vécu, et en l'écrivant en fait poétiquement, c'est-à-dire en disant quel type de mythe, quel type de récit on peut faire de ça, tel que c'est en train de se déployer. Parce que après, le fait de dire qu'aujourd'hui il y a quelque chose de spécifique qui habite notre génération, notamment peut-être dans une manière de renouer à l'idéal, ce qui fait que ça, justement, que ça alimente une nouvelle inspiration poétique. Ça, il y a beaucoup de personnes qui le disent d'une manière, je veux dire, politique, ou dans des essais. Enfin, quand on voit par exemple l'économiste Gaël Giraud dire l'aventure de cette génération aujourd'hui, c'est la transition écologique, et ça la met face à la quête d'un idéal qui n'a rien à voir avec ce qu'a vécu ma génération, qui est née après, qui est née dans les années 70-80, sur les ruines des grands idéaux du XXe siècle, et qui n'avait rien d'autre à faire que de souscrire au capitalisme et à la finance. Voilà, lui, il pose finalement cette dimension-là, d'une manière comme je viens de le faire là, qui est dans le registre du discours, du décollage politique du concept. Et là, l'idée, c'était de déployer ce ressenti, en fait. Ce ressenti d'un espèce d'univers acquis de l'enfance qui s'effondre, et avec toutes ces évidences, le sentiment d'un monde où il y a des évidences au fur et à mesure qui s'effondrent, et où on cherche à construire en tant que génération autre chose qui est en train d'émerger mais qui n'a pas encore de forme, et où on peut se retrouver aussi assez seul face à cette espèce de sentiment vis-à-vis de son époque. Voilà, donc les choses, du coup, cette expérience générationnelle, en fait, de manière large. Après, du coup, la difficulté, c'est qu'il faut rester dans les moyens de la poésie. Parce que justement, toute la difficulté de la poésie politique, c'est lorsqu'on en vient à plus mettre la politique au service de la poésie, mais l'inverse. Et voilà, la manière de regarder les événements du temps et l'histoire ne sont là, finalement, pour se réussir que pour alimenter une fibre poétique. Sinon, voilà. C'est vrai que là-dessus, j'ai été aussi beaucoup nourrie par la poésie d'Aragon. Aragon est quelqu'un, en fait, qui a exploré toutes les dimensions de la manière dont on peut parler de l'histoire et de la politique, pas forcément toujours de manière heureuse. Enfin, je pense que c'est la caricature que beaucoup de gens ont gardée d'Aragon. Aragon, chantre du parti, etc. Mais en fait, il explore vraiment tous les niveaux et tous les seuils qui permettent d'inscrire la politique dans la poésie et jusque dans le vécu qu'on a de l'histoire. Et notamment, il a cette parole. Alors, c'est le critique Olivier Barbaron qui parle beaucoup d'Aragon. Olivier Barbaron est un poète aussi par ailleurs, mais c'est un spécialiste d'Aragon. C'est lui qui a fait la préface à la dernière publication d'Aragon à la Pléiade. Et donc il a fait toute une analyse justement de la manière dont Aragon osait écrire la politique en poésie. Et il y a cette phrase notamment d'Aragon qui dit lorsque vous auriez aussi bien pu faire un tract, il est totalement inutile de faire un poème. En gros, si vraiment vous voulez mobiliser les gens et poser un discours, c'est pas l'objectif de la poésie. La poésie n'est pas un tract. Mais si la poésie se situe pour moi dans cette espèce d'intermédiaire qui est de recréer de la représentation, aussi de recréer un sentiment collectif, de restructurer un nous, on se situe dans une forme
on fait de la politique, mais on fait quand même surtout de la poésie. Et on est en train d'habiter cette dimension-là. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Moi-même, je n'ai pas toujours été vraiment satisfaite de ce que je faisais. Et jusqu'à la dernière seconde, j'ai voulu retirer cette partie du recueil, en fait. Parce que pour moi, c'était la partie qui allait trop loin. Et voilà. Du coup, c'était vraiment la partie la plus difficile à écrire. Voilà, sur le rapport entre politique et politique. Je lis un bref passage de Odier pour que ça nous donne une idée. Ça tourne vraiment pile sur ce que tu viens de dire. Nous étions des révoltés, empêchés de croire à la révolution, des partisans sans parti, des croyants sans Dieu. Il nous fallait récuser la crise pour mieux l'assumer, tourner et retourner la page, répondre mot pour mot, trouver une formulation. On voit bien, je trouve, dans cette idée de trouver une formulation qui arrive à la fin, le point de contact entre l'effort poétique et précisément l'effort politique qui caractérise une génération qui doit formuler clairement par des mots, par une ligne, ce qui est un ressenti diffus. Donc j'ai bien compris l'idée personnellement, je comprends qu'elle soit polémique cette section, je la trouve très efficace pour au fond faire de l'espace politique un lieu où peut se définir ce nous qui est effectivement trop diffus, qui est expérimenté mais sous une manière trop passive sur le plan du sentiment, quoi, qui doit chercher des mots pour se définir plus clairement. Dans la lecture du recueil, j'enchaîne avec la dernière partie qui a un très beau titre, qui s'appelle Tout ce qui glisse et meurt, pour montrer que dans la logique, dans l'évolution des tonalités là, qui caractérise le recueil, qui en explore beaucoup, on quitte l'aspiration épique de Odier, de la constitution d'un nous agissant, pour quelque chose qui, disons, pour une respiration plus intime, plus méditative, et qui tient, je pense, pour une part, au constat d'échec qu'il y a, en tout cas dans l'immédiat, à cette constitution d'un nous plus solide, plus capable d'agir. Et c'est notamment l'enjeu de ce poème que tu as évoqué, qui est le poème sur la révolution, qui insiste sur le fait que les révolutions, toute force motrice, en fait, semble grippée, malade, les révolutions gardent le lit. Et donc, en attendant une mobilisation, un mouvement, le jeu est renvoyé à des expériences plus intimes et qui sont, pour une part, je trouve, des expériences inquiètes, des expériences de frustration. Et on retrouve l'idée d'un seuil. C'est plus le seuil horizontal, disons, de la ligne de temps, le seuil de l'histoire, où on se retrouve dans un aujourd'hui coincé entre un hier interdit et un lendemain interdit, mais c'est un seuil vertical où tu sens coincé entre deux portes fermées également, celle du ciel, qui est évoquée, et la porte de la terre également, qui semble inaccessible. Très brève lecture du coup. Sur la porte du ciel, à l'entrée de cette section, qu'est-ce qui nous sépare? Comment est-on passé derrière, de l'autre côté de cette vitre double? Ici, la porte est close. Le ciel des couleurs de brume, l'été n'aura su saisir sa chance, pourtant les blés n'ont pas cessé de croître. Il y a un moment d'élégie pour nous, de voir le ciel comme source d'explication, comme une pensée. Et inversement, dans notre mouvement de verticalité, la porte de la terre également, c'est-à-dire du lien qui pourrait donner sens également d'existence, le lien de la terre, de l'origine, de la racine, est privé de sens également. La nature, la terre est muette. Et c'est ce qu'a dit le poème Sarment, à la page 129, que je lis brièvement, un extrait. Ma terre, pourquoi m'as-tu été volée? Pourquoi a-t-on coupé tous ces pommiers en fleurs, arraché la glycine qui dormait sous le corps? Pourquoi suis-je à présent un sans racine, un moins que rien, errant, les bras ouverts, jeté aux quatre vents? Donc,
Voilà, encore une fois, l'écriture poétique au seuil du ciel et de la terre qui ne trouve pas son espace, et il y a cette idée en fait d'un monde où, avant l'avènement d'une mobilisation plus historique, etc., le lyrisme est impossible, l'engagement joyeux est impossible. Et ce serait vrai s'il n'y avait pas à la fin ce poème que je trouve très très beau, qui est Aube, au fond, je ne sais pas si on le lit ou si on en fait une lecture de Aube. Et donc, qui termine le recueil par une vraie expérience de réconciliation, par l'expérience d'un état de grâce. Et j'aimerais du coup qu'on puisse relire un peu ce recueil par la fin, après la lecture de ce poème. Aube. Je suis parti dans l'aube blanche, le matin était clair comme un psaume. Le jour offrait ses premiers reproches. Et mon cœur méditait tous les matins, toutes les gares, ces premiers mots jetés à la face du ciel, beaux comme une provocation d'homme. Je suis parti dans l'aube blanche, les taillis et les haies faisaient comme un cortège, et ils me saluaient du mouvement de leurs branches. J'avais le pays pour moi seul, et pouvais presque toucher le silence. L'aube était si blanche, le matin écrivait un psaume. Alors, dans ce poème, je retiens 4 vers qu'on peut lire comme une action de grâce au fond, comme si une action de grâce à rendre au terme de ce recueil, pour le recueil lui-même. Ces 4 vers, c'est ces premiers mots jetés à la face du ciel, beaux comme une provocation d'ange. Et ces premiers mots font aussi référence par ailleurs à la dédicace, pour ceux qui t'ont appris ces premiers mots. Donc, question simple, l'écriture est aussi un moyen de conversion, c'est-à-dire de capacité à recevoir la grâce, dans ce sens. Et l'état de grâce d'un moment de réconciliation avec une nature qui d'un coup se réenchante lyriquement avec ses êtres peupliers qui se saluent, sur le passage, ou l'idée que la nature elle-même, le matin blanc, écrit un psaume. Donc il y a tout ce parcours du recueil où on passe de la nuit obscure de Midnight Express à l'aube blanche, de l'obscur du quai à l'aube blanche dans la nature. Cette conversion, ça m'amène à une question peut-être un peu indiscrète, mais est-ce qu'il y a un rapport de l'écriture à la foi ici? Est-ce que dans l'expérience ou l'écho de cette expérience de réconciliation, on peut voir aussi un lien entre ton expérience de l'écriture et l'expérience de la foi? Déjà, peut-être sur le mouvement global du recueil, c'est vrai que, comme je disais, il y a une sorte de tension à l'intérieur de l'écriture poétique vers un moment des formes et des limites. Et en fait, on assiste à une espèce de montée d'une vague qui vient s'écraser sur un rocher et qui ensuite repart en écume où tout est un peu mélangé. La dernière partie du recueil est peut-être plus un mélange à la fois peut-être d'une forme de retraite et de retour au fond de soi pour retrouver les racines, pour retrouver la force de l'engagement, et en même temps qui est perpétuellement mêlée avec une fenêtre ouverte, une fenêtre qui reste ouverte sur le monde. C'est-à-dire que la dernière partie du recueil n'est pas si éloignée de la poétique que ça. Il y a un poème qui a été écrit suite aux attentats de Paris. Il y a un poème qu'on peut lire comme une manière de parler des chrétiens d'Orient. Il y a ce poème sur les révolutions qui se lit à différents niveaux. Enfin, il y a vraiment en fait plutôt un mélange à la fois de retraite et en même temps un coup d'œil perpétuellement jeté au monde, plutôt une sorte de mélange global à la fin qui effectivement se clôt sur ce poème au bout. Ce que je peux en dire, c'est que déjà j'ai eu une expérience assez drôle sur ce poème. 1 an après l'avoir écrit, j'étais dans un lieu qui s'appelle le Club des Poètes à Paris, où il y a de la poésie qui est déclamée, et c'est en s'inspirant de ce lieu à Paris qu'on a créé ici le CIMOB des soirées de poésie, où de la même manière les personnes viennent dire de la poésie, chacun amène de certaine manière sa petite bibliothèque intérieure et on partage des soirées comme ça immergées dans la poésie. Et donc j'étais au Club des Poètes à Paris, et quelqu'un vient dire Aube d'Arthur Rimbaud.
je l'ai appris quand j'étais en CAE. D'un seul coup, j'ai eu une sorte de coup de massue sur le crâne, en me rendant compte que j'avais quand même bien pompé sur un mot en écrivant ce texte. Donc, j'ai embrassé l'obéité, je suis partie dans l'aube blanche. Le matin était clair comme un psaume, rien ne bougeait encore au fond des papiers. Il y a quand même une photocopie du style qui est assez drôle. Sachant qu'en plus, Rimbaud, dans le premier vers, je trouve, fait un truc génial, c'est j'ai embrassé l'aube d'été. Il finit sur toutes ces B et ces D et ces T qui, justement, viennent embrasser à la fin l'aube. Et là, il y a quelque chose d'absolument semblable de répéter. Je suis partie dans l'aube blanche. Donc, enfin, voilà, pour dire que parfois, on n'a absolument pas conscience de ses inspirations. Quand on se rend compte, bon, voilà, on peut en sonner un petit peu. Sur le rapport, du coup, peut-être l'ouverture, le retour à un idéal ou à une contemplation à la fin, de la même manière, les choses sont toujours mêlées. C'est-à-dire que le recueil n'est jamais dans la contemplation béate d'un idéal offert à l'homme dans lequel il viendrait se baigner comme dans la mer. Il y a toujours un oursin qui peut me piquer les pieds. Et dans ce dernier recueil, je pense que l'image qui est faite des taillis et des haies qui, comme un cortège, saluent du mouvement de leurs branches, c'est pas une image, à mon avis, christique de la passion et du chemin vers Jérusalem. Voilà, je pense qu'avec l'arrière-fond chrétien qui est le mien, il y a quand même cette intention. Donc c'est pas du tout un retour de la marche vers la pleine lumière, enfin c'est pas que ça en tout cas, c'est l'homme qui se remet en marche vers Dieu, qui choisit d'une certaine manière de vouloir renouer perpétuellement avec le matin, mais toujours avec ces éléments mêlés, mélangés, et pas une vision béate de marche vers l'absolu. Voilà, après c'est vrai que du coup, ça fait le lien avec... quand même sur le rapport entre foi et poésie, c'est vrai que déjà pour moi la Bible est pleine d'images de poésie. Enfin, voilà, et d'ailleurs il y a une des sections du recueil que j'ouvre avec une citation de Luc, l'évangile de Luc, en évoquant, c'est la scène des enfants en fait, qui jouent sur le Christ dit cette génération c'est comme des enfants qui jouent sur des places, qui s'interpellent entre eux, nous avons joué de la flûte, mais n'avez pas dansé, etc. Parce que pour moi, c'était une manière justement de figurer ce qui est le summum de l'éruption dans l'histoire, c'est-à-dire la venue du Christ. Enfin, pour un chrétien, si c'est pas un événement historique qu'un grand H, et du coup de dire d'une certaine manière, il y a aujourd'hui des bouleversements dans l'histoire qui se produisent, des ouvertures qui se font, comment est-ce qu'on les regarde, comment est-ce qu'on regarde ça. Le parallèle était un peu comme ça, donc pour moi la Bible est déjà une ressource en fait de poésie. Parce que la Bible est le moyen dans la langue de dire le mystère de la rencontre de l'homme et de Dieu. Et avec tous les moyens de la langue, y compris la poésie. Donc c'est vrai que ce soit, il y a quelques semaines, il y avait le psaume 137, sur les bords des fleuves de Babylone, etc. Enfin, des textes comme ça, voilà, c'est pas des textes qui peuvent inspirer poétiquement, ou voilà, enfin moi il y a des images dans la Bible au moment de la résurrection, au moment de la passion, le rideau du temple qui se déchire. Non, c'est vraiment une image qui est jetée comme ça en plein milieu d'un texte, en train de raconter la passion. Christ meurt, le rideau au milieu du temple se déchire. C'est en une image, on condense tout ce qui est, en plus, il y a une image extrêmement forte justement en termes de mythes, des manières dont le peuple juif allait voir sa relation à Dieu, ce rideau au milieu du temple qui séparait le saint des saints de l'extérieur, et un rideau qui se déchire par le milieu. Voilà, il y a tellement en fait, de choses qui sont signifiées à l'intérieur de cette petite image, extrêmement forte, que déjà, voilà, la Bible, en tant que nourriture poétique, pour moi, est quelque chose d'assez fort. Voilà. Après, sur le lien entre foi et poésie, c'est toujours très complexe. C'est-à-dire que quand on lit justement des poètes comme Bonnefoy, son terme clé, c'est la présence. Il parle de la présence, il parle de transcendance, du contact avec un absolu, mais lui c'est pas du tout une expérience de rencontre avec Dieu. Plus proche de nous, il y a donc Jean-Pierre Signon qui a écrit un livre qui n'est rien d'autre que La poésie sauvera le monde, et donc, qui est absolument génial, je pense, sur la manière dont il montre comment la poésie peut être aujourd'hui un lieu d'investissement politique,
Mais en même temps, s'il dit la poésie est le lieu où se restitue le rapport avec un idéal, pour lui ça permet de forger une nouvelle religion athée en fait. Et donc, tout est un peu quand même dans le titre, la poésie sauvera le monde. En fait, il pose les choses de cette manière-là, en disant à travers la poésie, on renoue avec un rapport au monde qui est différent, et l'accès à un idéal, et moi je veux en faire une religion et créer des institutions. Voilà, lui c'est son parti pris. C'est vrai qu'il y a un rapport je pense, poète assez général à la transcendance, dans lequel tout le monde ne met pas une vision de Dieu. Et je pense pas qu'il faille effectivement faire de la poésie une religion, voilà, où s'expérimente quelque chose de la transcendance, plutôt une forme de mystère, parce qu'on est très en retrait, et voilà, qui reste un mystère en fait. Après, c'est vrai que comme je me suis convertie à peu près au moment où j'ai commencé à écrire de la poésie, il y a aussi quelque chose qui s'est joué quand même dans la manière de regarder à la foi, par exemple dans la manière de comprendre l'incarnation. Moi je comprends, l'incarnation, je le vois comme un moment de création, quoi. Enfin, c'est une seconde création, mais ce qui se passe entre l'instant où quelqu'un va donner forme à une mélodie musicale qui n'existait pas auparavant et l'incarnation. Enfin, il y a une sorte j'ai une manière de regarder peut-être certains mystères chrétiens en étant imprégné de tout ça. Mais voilà, j'enferme pas les choses et je pense qu'au-delà de ça, il y a plein d'autres rapports à la transcendance qui sont tout aussi riches et tout autant à investir pour nourrir sa vie. Bah, merci. Si vous avez des questions en ayant lu ou non le recueil, vous êtes les bienvenus pour les poser. Ma question, je vais peut-être te paralyser parce que je comprends rien à la poésie. Est-ce qu'il y a encore des trains qui sont autre chose que des trains de banlieue? Je veux dire, est-ce qu'on peut faire autre chose maintenant que tourner en rond? Tout à l'heure, ça m'a frappé quand tu as cité le journaliste américain à la fin du 19e. 50 ans après sa citation, Maxi, on connaissait le monde entier. La conquête de l'Ouest, quelques années après, ils se sont rencontrés avec ceux qui arrivent de l'autre côté. Du coup, il n'y avait plus rien physiquement à découvrir. Est-ce qu'à partir du moment où il n'y a réellement plus rien à découvrir, en termes d'espace, en termes de... il peut y avoir réellement d'autres découvertes à faire plutôt que chacun à réinventer. S'imaginer qu'il prend un train et qu'en fait faire le même voyage que tout le monde a fait avant lui, en se reprenant dans la tronche de Coëlette qui disait à 22 siècles, ce qui a été c'est ce qui sera, fermer le banc, terminé, c'est plus la peine. Je pense qu'en fait justement la nouveauté elle n'est pas forcément dans ce qu'on n'a pas encore découvert, la nouveauté elle est aussi justement dans le quotidien, enfin c'est vraiment soit on voit sa journée comme une espèce de train que nous sommes embarqués et comme une aventure, et en soi, voilà, c'est ça, de se dire dans cette journée quelque chose va venir me rencontrer auquel je m'y attendrais pas, et l'existence est justement une forme de voyage, qui n'est pas justement que le fait de découvrir de nouveaux horizons. Voilà, déjà, pour moi, ce type de voyage n'est jamais épuisé en fait. On peut très bien ne pas voyager, je pense, et vivre dans son quartier et avoir une vie plus intense que les gens qui voyagent. Ça, je pense que ça s'exclut pas. Après, si les gens voyagent autant aujourd'hui, c'est peut-être justement pour s'abstraire d'un quotidien ennuyeux ou d'une vie intérieure un peu essoufflée, mais de manière assez classique, mais comme le faisaient les romantiques, on va chercher le voyage parce qu'on se dit que la production de nouveautés extérieures de découverte va permettre de se renouveler intérieurement, de relancer la machine intérieure. Elle a toujours cette espèce de caisse de résonance. Il le faisait avec un désespoir absolu. Comment? Il le faisait avec un désespoir complet, sans y croire. Ils ont quand même écrit certaines pages, je trouve qu'ils ne relèvent pas que dans l'espoir complet, mais dans le genre, tu as Emily Dickinson aussi qui fait ça. Moi j'avais une question pour toi. Tu dis que tu fais de la poésie politique.
qui en soi est assez intéressant puisque c'est pas un terme qu'on retrouve très fréquemment, enfin, quand même c'est un objectif précis que tu donnes en fait à ton verre, à ta production. Et je voulais savoir en fait, moi ce qui m'a intrigué surtout dans la lecture, alors je pense que c'était le prologue d'Odier, tu emploies le nous, hein, cette personne qui est assez particulière quand même à manier. Est-ce que tu n'as pas eu justement des difficultés à cerner d'abord qui était le nous, quelle était l'entité commune à laquelle tu pouvais référer, avant de poser des choses que tu voudrais universelles? C'est la question parce que quand on va employer ce nous, il faut déjà avoir une certaine idée de qui on est soi, de qui sont les autres et de comment on peut faire une communauté. Et où est-ce que tu as commencé à trouver des choses, des fils que tu as pu tirer pour te dire ok là je suis dans le bon, il y a des choses que je vais pouvoir exprimer de toute la communauté? Je pense que en fait, le rapport n'est pas juste de soi à se dire ah ça fait sens par rapport à une expérience collective, du coup je vais l'attraper, mais inversement de ce qu'on entend autour de soi et qui nous ramène à dire que quelqu'un est en train de parler en fait de lui ou d'une expérience collective que moi je partage. Donc, dans l'autre sens, d'attraper comme ça des instants de commune perception, et alors il y a quelque chose de quand même. Bon, je vais quand même le sortir parce que c'est une inspiration impeccable. Dans le prologue, cette génération qui chantait résolu nous sommes nos propres pères. Je me suis vraiment demandé d'où sortait cette citation. Et donc un jour, j'ai cherché sur Google nous sommes nos propres pères. Je suis tombée sur la chanson de Corneille qui est sortie quand je devais avoir 18-19 ans. Qui est quand même une référence un peu improbable, inscrite en poésie. Et donc je me suis penchée sur le texte, je me suis dit tiens, j'ai eu cette espèce de remontée de l'inconscient d'un texte, en plus qui est cité entre guillemets, donc c'est vraiment, j'ai vraiment l'intention à un moment, j'ai sorti ça comme une citation. Si tu dis que c'est Corneille, ça passe. Et donc j'ai lu la chanson, et la chanson c'est quand même nous sommes si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser, nous sommes une génération, c'est en fait un poème, ouais, il y a quelque chose de poétique de chanson. C'est le chant d'une génération. Alors, dans un registre de la chanson populaire, mais c'est quand même fou d'avoir sorti ce texte, et sorti ce texte qui était dans un contexte précis que moi j'avais intériorisé. Alors, en fait, il y a du coup toutes ces couches de perception générationnelle et de constat qui a un sentiment partagé qui viennent s'accumuler, et à un moment qu'on essaie de retisser dans un discours de l'expérience collective. Je pense qu'il y a un peu tout ça qui est présent. D'accord, donc c'est plutôt le politique dans le sens, pardon, je ne vais pas le terme ici, mais descriptiviste, plutôt que quelque chose de normatif qui va proposer quelque chose par la poésie en fait. Donc la poésie ne fait pas discours. Voilà. En fait, quand tu dis nous sommes comme ceci, comme cela, tu fais vraiment un état des lieux en quelque sorte, en grossissant des références, etc. Plutôt que d'envisager la poésie politique comme quelque chose qui va proposer par un discours, par le discours littéraire, qui va proposer des idées par exemple, ou des thèses. Donc en fait, oui, c'était ce point surtout que je voulais éclaircir, parce que pour moi, la poésie politique, c'est quelque chose d'assez problématique finalement. Pour moi, ça ne va pas de soi, ça ne va pas ensemble. Et justement, c'était de savoir quelle était la dimension proprement politique, puisque on y a touché, mais j'ai pas l'impression pour moi en tout cas, c'est pas une question qui a été clairement résolue en fait ici. C'est qu'est-ce que c'est cette politique finalement qui est dans ta poésie? C'est cette description en fait, c'est ça? Comme je disais, il y a un peu différentes dimensions. Jean-Pierre Simon, justement, dans la poésie sur le monde, il est très clair sur le fait qu'il a une phrase comme plus une société est anti-poétique, plus la poésie devient un argument théorique de sa contestation. Bien, en fait, plus une société, justement, n'est pas poétique, c'est-à-dire convoque l'image pour tout sauf ce que fait l'image poétique, c'est-à-dire l'image réputée à l'état de divertissement, plus une société a un rapport aux choses, qui a un rapport d'utilité, de fonction, de concept, plus la poésie a justement une autre voie à montrer, notre manière de regarder le monde. Et plus en fait, du coup, le geste poétique, juste en soi, quel que soit l'objet, le sujet dont on parle, ça a une dimension politique en fait. Et ça, je le crois fondamentalement. Après, je pense que là, ça va plus loin. C'est-à-dire, on va prendre non seulement le parler de ça, mais on va en plus
vouloir écrire, comme je disais, une forme de mythe, de perception, de représentation collective, et du fait d'exprimer ce ressenti générationnel, on va essayer de recréer un nous, quelque chose de collectif, et tisser des liens avec les gens. Alors que moi, ça m'a beaucoup. Il y avait un article qui était sorti dans Ouest France, quelqu'un qui avait lu le recueil, et lui ne citait que Olivier. On m'a dit qu'il avait lu que ça. Et en fait, il disait c'est vraiment ce que je ressens, etc. Et lui, c'était ce qu'il avait marqué, c'est ce qu'il avait saisi. Et moi, j'ai trouvé ça finalement assez beau de me dire que j'avais peut-être pu rejoindre son expérience. De la même manière, par exemple, sur la crise. La crise, on peut dire, la crise est une manière qui nous est aujourd'hui livrée, qui est diffusée dans la société pour lire le monde. C'est quand même le discours commun, on se lève le matin, on allume la radio, la crise, nous sommes en crise, etc. À un moment, on peut se dire, mais en fait, il y a un truc particulier, c'est notre génération. De cette manière, le monde est en crise depuis qu'on est né. On est né dans les années 80, c'est déjà le chômage de masse, c'est déjà la crise. Donc, qu'est-ce que vivre dans un monde qui est perpétuellement en crise? Est-ce qu'il est encore en crise? Qu'est-ce qui s'y passe? Et là-dessus, il y a eu une conférence de Jean-Luc Marie de la Terre-Cato qui analysait la notion de crise en disant justement, il faut arrêter de dire qu'on est en crise, parce que la crise est un moment critique où on choisit de faire un choix. On n'est pas en crise, on est en décadence. On est plutôt dans une espèce d'univers qui continue, etc. Voilà. Et donc lui, il faisait un travail philosophique justement de casser cette représentation qu'on a de nous sommes en crise, qui était intéressante, de la même manière que moi j'ai essayé de lire en termes de représentation. De dire la crise nous fait des figures de quotidien, d'essayer de livrer cette espèce de paradoxe de la crise est devenue notre espace de vie. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a forcément à tenir un discours là-dessus, sur cette dimension-là, si on veut la dépasser. Voilà, c'est un peu. Je ne sais pas si du coup c'est un exemple qui déclare, mais en tout cas dans la manière de les lire en termes de reproduction. Moi, je voulais dire, j'ai été touché par ce qui a été dit. Et effectivement, j'ai eu la chance de lire, travailler et de rencontrer René Char. Et sa poésie, ce qui m'avait frappé chez lui profondément, sous une forme difficile dans sa poésie, sous une forme explicite dans sa parole, c'était cette dimension de résistance, c'est-à-dire entrer en acte de poésie, c'est entrer en acte de résistance. Et je trouve que ce que tu as dit me donne beaucoup de force à cette expression par rapport à une société. Donc, effectivement, un acte politique. Pourquoi? Parce qu'on déconstruit des schémas, tu as parlé de l'incarnation, de la nouveauté de l'incarnation. Je trouve que ça nous travaille, ça nous déplace. Voilà. C'est l'image du train aussi. Ça nous déplace beaucoup. Voilà. En somme, l'expérience. Je pense que la difficulté, c'est qu'il y a peut-être une expérience politique qui est vécue effectivement à travers la poésie, mais la poésie aujourd'hui n'occupe plus l'espace politique. Faire de la poésie politique comme. Déjà, c'est pas la même poésie politique qu'il y a eu à une époque, à mon avis, et elle n'a pas le même retentissement et le même ancrage dans la société. En gros, la poésie, pour être cash, la poésie fait plus partie de la culture aujourd'hui, commune et collective. Donc du coup, même si je pense qu'à travers la manière que j'ai d'écrire, j'essaie de rejoindre des formes qui sont proches de nous, avec cette forme par exemple d'accélération du verre, un peu comme vous savez quand vous regardez sur Facebook, vous tombez sur une vidéo de Brut avec une forme comme ça de rapidité verbale qui est mise en sous-titres. Et on est beaucoup plus aujourd'hui dans une lecture sous-titrage de vidéos YouTube, enchaînement comme ça du verbe que dans un texte fouillé avec des phrases à la Proust. Donc il y a quand même une volonté comme ça d'essayer de se rapprocher de ce qu'est l'expression contemporaine, mais qui n'est pas de dire oula, il faut absolument que je fasse de la poésie pour que les gens me lisent. Enfin, je n'ai pas du tout une intention comme ça. J'ai été amenée par moi-même à adopter ces formes-là et j'ai compris qu'il y avait une intention comme ça. Et même en faisant cet effort de vouloir rapprocher la poésie d'une certaine manière de la culture telle qu'elle est aujourd'hui, enfin déjà on n'est pas obligé de souscrire à tout, mais je pense que ça résout pas du tout le problème. Enfin, c'est une réalité, la poésie n'occupe pas la culture et l'espace public, et que c'est pas en écrivant aujourd'hui un recueil de poésie qu'on mobilise des gens. Enfin, voilà, c'est une espèce de lucidité. Voilà, après ça n'empêche pas de faire cet acte, et parce que ça n'empêche pas qu'il nourrisse
mon propre engagement et l'engagement de certaines personnes. Mais j'en touche clairement les limites et, voilà, et par contre, je pense que la poésie dans cette dimension oralisée relie beaucoup plus aujourd'hui avec ça, et qu'il y a des veines à chercher du côté de ce qu'est le slam, qui est des formes comme ça qui sont très violentes. Et quand je parlais du Club des Poètes à Paris, c'est un lieu, quand on dit aujourd'hui la poésie est morte, c'est un lieu qui est plein à craquer, mais tous les soirs. Où les gens viennent, et qu'ils aient l'habitude ou pas de lire la poésie, d'écouter, les gens y viennent, donc il y a quand même voilà, quelque chose qui se crée, et c'est un peu ce qu'on essaie aussi de faire au Simone en se disant on va avoir des soirées de poésie, mais pas la poésie poussiéreuse perdue sur nos étagères, la poésie telle que des gens peuvent la ressentir et la vibrer et revenir à ça, en fait, cette dimension-là du poème oral qui peut peut-être sortir aussi un peu la poésie de sa boîte. Une autre question. Bon.